Bonjour à toutes et à tous, ici du coup Monsieur Marié pour la suite et fin de votre chapitre 3, mouvement d'un système. On n'avait pas fini, on avait fini le cours mais pas les exercices. On va tous les corriger, sauf un, le 37, page 255, que je vous donne à faire du coup pour lundi. Entraînez-vous bien sur celui-là, il est très complet, tant au niveau des notions visitées qu'au niveau du raisonnement à mettre en place. On va corriger du coup tous les exercices, même le 36, et ce dernier va vraiment vous donner des clés pour réussir le 37, de la meilleure des manières qui soit. Je vous donne du coup jusqu'à lundi pour me rendre ce 37, page 255. Je vous donnerai les clés bien sûr de correction un peu plus tard. Et je vous ferai un retour personnalisé du coup sur vos exos, n'hésitez pas du coup à me les envoyer. Vous devez me les envoyer sur Pronote d'ici lundi. Allez, on s'attaque du coup à la correction d'exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Et on commence du coup par le numéro 15, page 250 ou 251, je ne sais plus. Estimez la lampe du vecteur variation de vitesse d'un ballon de masse 600 grammes entre deux instants séparés de 40 millisecondes lors d'un lancer au cours duquel ne subit que son poids. Puis représentez ce vecteur en pressant l'échelle utilisée. Bon, déjà la trajectoire, le lancer d'un ballon, bah, vous pouvez le lancer droite à gauche à droite, vous pouvez le lancer en haut. Moi je vais le lancer en haut, et j'étudie la trajectoire quand il redescend. Voilà, c'est un lancer. Malgré tout, toutes ces trajectoires en fait sont différentes, certes, en termes de forme, surtout de curviligne, hein. Mais toutes ont un point commun, c'est que l'objet n'est soumis qu'à une seule force, donc du coup, le problème, la variation de vitesse, va revenir exactement à la même chose. Quel que soit l'exemple que vous avez pris. Déjà, la première chose à faire dans un exercice de mécanique, c'est obligatoirement de faire un schéma. Voilà. Toutes ces données qui vont venir parasiter votre réflexion, votre cerveau, mettez-les sur un schéma, ensuite vous regardez votre cerveau, du coup, il assimile beaucoup mieux les données, et au moins vous ne vous prenez pas la tête. Du coup, le schéma il est ici, j'ai fait mon ballon deux fois, une position 1, une position 2, séparé d'un temps delta t, du coup 40 millisecondes. Quelles sont les forces qui s'appliquent à mon ballon? Il n'y a que le poids, donc du coup je représentais que le poids. Et après j'ai un delta v que je vais devoir tracer, que pour l'instant on va ignorer, qu'on va revenir après dessus. On va utiliser du coup la dernière loi du cours qui dit que la résultante des forces, vecteur somme des forces, est égale à la masse du système fois le vecteur variation de vitesse divisé par le temps pris entre deux photos, en gros. Donc delta t. On va transformer un petit peu cette loi, du coup, pour isoler mon vecteur variation de vitesse en fonction du reste. Ça donne du coup que delta v, vecteur delta v, est égal à delta t sur m fois la résultante des forces. Après, puisqu'on s'intéresse qu'à la norme, on va enlever les vecteurs de l'expression, et en même temps, on va remplacer le vecteur résultante des forces par l'expression du poids, parce que le poids n'est la seule force qui s'exerce sur mon système. Donc du coup, delta v est égal à delta t sur m fois la résultante des forces, en termes de norme, ici, non pas en termes de vecteur. Donc on est là, hein, pour ceux qui ne me suivent pas. Et tout ça, c'est égal à delta t sur m fois p. P qui est du coup la norme du vecteur du poids. Du coup, P c'est égal à mg, et on peut encore simplifier du coup, delta t sur m fois g, bah c'est égal à delta t fois g. Du coup, delta v on remplace numériquement, ce delta t c'est égal à 40 fois 10 puissance moins 3 secondes, il faut convertir en secondes, on travaille pas en millisecondes. Tout ça fois 9,80, la constante de gravité terrestre. L'ensemble de tout, ça fait environ 4,010 puissance moins 1. Je dis bien environ, ce n'est pas un résultat exact. Et en prenant une échelle d'1 cm pour 0,1 m par seconde, et ben on aura alors pour longueur de flèche de delta v de 4 cm. Ok, prenez vraiment une échelle qui vous arrange. Si j'étais tombé par exemple sur 40, ben j'aurais pris 1 cm pour 10 mètres par seconde. Voilà. Essayez de faire du coup une flèche qui va rentrer sur votre schéma, qui va être représentative, mais qui va être ni trop longue ni trop petite, afin qu'on puisse se rendre compte du problème. Alors par contre, j'ai fait mes P avant de faire mon schéma, et vu que c'était galère à traiter, il faut savoir que la norme de P, du coup, c'est M fois G, c'est du coup 600 grammes, donc il faut le mettre en kilogrammes, hein, donc 0,6, enfin 0,600, fois 9,81, et normalement vous devriez trouver un truc du genre 6 cm. Il faut du coup que le P soit 2 cm plus grand, selon mon échelle, que delta V, ce qui ici n'est pas le cas, donc du coup mon schéma est faux, ok? Veillez bien du coup à regarder votre P en fonction de delta V si vous l'avez tracé. Bon, je l'aurais corrigé sur un format papier, mais ici en informatique, il aurait fallu que je fasse plein d'annulations à traiter, c'est chiant. Donc du coup, mettez 2 cm en plus, enfin, mettez la même longueur que delta V, plus 2 cm afin de correspondre du coup à l'échelle que vous avez choisie, que vous avez établie.
On passe sur le numéro 17, du coup, qui est exactement la même... le même raisonnement, la même demande, en fait. Vraiment, on a la même notion qui est travaillée. On va revenir, du coup, sur l'ouverture du chapitre, où il y avait un poisson qui envoyait une gouttelette sur un insecte afin de le chasser. On va utiliser la relation approchée de la variation du vecteur vitesse et la somme des forces pour apporter des éléments de réponse à la question comment varie la vitesse d'une gouttelette lancée par le poisson en supposant qu'elle est en chute libre. Bon, déjà, remarque, de base, une chute libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, le système étudié, n'est soumis qu'à son propre poids. On reprend la même relation que tout à l'heure, du coup, le vecteur variation de vitesse divisé par le delta t est égal à 1 sur la masse du système fois la résultante des forces. Tout ça, du coup, on le passe de l'autre côté, afin d'isoler delta v, et on trouve que la variation du vecteur vitesse, le vecteur variation de vitesse est égal à delta t sur m fois la résultante des forces. Ok? Du coup, la gouttelette, elle n'est soumise qu'à son propre poids. Ça veut dire que on en déduit que la résultante des forces est égale au poids de la gouttelette. Ok? Donc P égale mg. Sachant que cette force du coup du poids est forcément dirigée vers le bas. C'est une force qui est verticale de direction et de sens vers le bas. Donc du coup, si conformément au cours le vecteur variation de vitesse et la résultante des forces sont collinéaires, bah forcément mon vecteur variation de vitesse est aussi vertical et dirigé vers le bas. Ça veut dire que du coup à un coefficient près pour la norme, nous avons les deux vecteurs qui sont dirigés vers le bas. Ce qui fait que, quand on considère la gouttelette en phase ascendante, bah, vu que le vecteur variation de vitesse n'est pas dans le sens du mouvement, il est contraire, bah, la gouttelette, normalement, va perdre de la vitesse. Ok? Ça, c'est normal, vu que le vecteur variation de vitesse est dirigé vers le bas, sens contraire du déplacement. Par contre, si on considère que par exemple le poisson ait raté sa cible et que la gouttelette est passée à côté et redescend, bah à ce moment-là, pendant la phase descendante de la trajectoire, le vecteur variation de vitesse est dirigé toujours vers le bas, mais à ceci près que le mouvement est aussi vers le bas. Donc vu qu'on a les deux qui sont dans le même sens, à ce moment-là, la gouttelette va prendre de la vitesse au fur et à mesure qu'elle va descendre. Mais ça, normalement, pas besoin d'un vecteur variation de vitesse pour le savoir. C'est un truc qui est très intuitif. Quand vous lancez une balle vers le haut, tant qu'elle est en phase ascendante, la vitesse normalement diminue. Et dès qu'elle arrive à son apogée, qu'elle commence à redescendre, le vecteur vitesse, toujours dirigé vers le bas et dans le sens du mouvement, on peut en déduire du coup que la balle va prendre de la vitesse au fur et à mesure qu'elle va chuter. Ok? Voilà du coup une traduction physique et chiffrée, sous forme d'équation, d'un phénomène que vous avez l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. On passe du coup au numéro 22. Mis à part mon accent déplorable en anglais, on va tenter du coup de lire quand même l'énoncé. In English, please. Objects tend to keep on doing what they're doing. En gros, les objets tendent à conserver leur mouvement, conserver le mouvement qu'ils font, comme ils le font, quoi. En gros. C'est traduit mot à mot, c'est dégueu, hein, mais voilà. En gros, on comprend ça. In fact, is the natural tendency of objects to resist changes in the state of motion. This tendency to resist changes in the state of motion is described as inertia. The heavier the object and the faster it's moving, the harder is it to stop. If a truck and a car are traveling at the same speed, it takes more force to stop the truck because of its greater mass. En gros, on va pas traduire tout le machin, hein, mais en gros, le fait qu'a un objet de résister à un changement de mouvement est décrit comme l'inertie. Après, la formulation d'anglais, là, ici, est particulière. The heavier the object and the faster it's moving. Ça veut dire, en fait, plus l'objet va être lourd et plus vite il va bouger. En gros, voilà. C'est comme ça que ça se traduit. The harder is to stop. Donc, du coup, et plus difficile il est à stopper. Du coup, si on a un camion et une voiture qui sont en train de rouler à la même vitesse, il va falloir plus de force pour stopper le camion, parce qu'il est plus lourd que la voiture. Voilà, en gros le texte est traduit. Petit a, énoncer le principe qui justifie la première phrase du texte. Ça en fait c'est le principe d'inertie, et je vous renvoie en cours du coup pour savoir ce qu'il dit. Je ne vais pas le traiter là, ok? La vidéo sinon va durer 3/4 d'heure. B.
Si une voiture et un camion sont soumis à une force qui est identique pendant une même durée, justifiez que la variation du vecteur vitesse de la voiture sera plus importante que celle du camion. Je vous ramène à l'exercice juste avant, remontez un petit peu la vidéo, mais on avait dit que delta V, c'est égal à delta T sur M fois la résultante des forces. La résultante des forces ici, c'est la même, on applique la même force et aussi sur la même durée. Du coup, les deux seules choses qui vont varier, c'est delta V, la variation du vecteur vitesse, et au dénominateur, du coup, M, la masse du système. Ben, plus la masse du système est grande, plus la fraction qu'on a ici va être petite, donc du coup, plus le membre de droite va être petit, et du coup, plus la variation du vecteur vitesse va être petit. Ok, reprenez l'équation sous les yeux, ce que je vous dis ici va être beaucoup plus clair. Du coup, si la variation du vecteur vitesse est une fonction, et fonction du temps, de la force qui est à exercer, et de la masse du système, et qu'il y en a deux qui sont fixés, ben, plus on augmente la masse, et plus la variation du vecteur vitesse va diminuer, vu qu'ils sont inversement proportionnels. Ça, c'est totalement logique. Donc du coup, l'objet le moins massif, supérieur à la plus grande force, et inversement. Voilà. On passe au 29. Alors du coup, étudier un saut en parachute, là c'est vraiment un exercice qui était sous un autre qui a été résolu. Du coup le 28 vous aidez vachement à comprendre le 29, mais vu que vous n'aviez pas le livre, je vais le faire comme s'il n'y avait pas le 28 au-dessus. La figure ci-contre représente l'évolution de la position d'un point matériel A de masse m égale 95 kg, modélisant un parachutiste lors de sa chute. La durée entre deux positions successives est tau, lettre grecque, égale à 500 millisecondes. Petit a, déterminer les valeurs V2 et V4 de la vitesse du système étudié au point A2 et A4. Je vous rappelle que du coup, le vecteur vitesse à un point X, c'est égal à la distance entre x-1 et x plus 1, divisé par 2 fois le delta t, 2 fois le temps entre les deux photos, ok? Donc du coup, il va falloir mesurer sur votre schéma. Attention, pas d'inquiétude, je vous vois déjà en train de râler chez vous. Peu importe le zoom que vous avez fait sur votre image, tant que l'image est zoomée partout pareil, ça ne change pas du coup vos calculs. Moi, je vais vous proposer des valeurs sur le zoom que j'ai fait, vous en trouverez d'autres, mais vu que c'est proportionnel, vous allez trouver le même ratio, ok? Vous allez trouver la même division. Donc, on reste calme, ok? Donc du coup, ici, moi j'ai mesuré la distance qu'il y avait entre mon altitude 200 mètres et mon altitude 150 mètres sur mon schéma, et à mon zoom, ça apparaissait comme étant 6,8 cm. Donc pour moi, 6,8 cm sur mon schéma, ça correspond à 50 mètres en réalité. Ensuite, j'ai mesuré la distance qu'il y avait entre A1 et A3, le point précédent A2 et le point suivant A2, parce que j'étudie la vitesse au point A2. Donc du coup, la distance qui est entre A1 et A3 est égale à 3,4 cm, ok? Soit la moitié de 50 mètres, vu que c'est 6,8. Donc je trouve normalement que ma distance de 3,4 cm est égale à 25 mètres en réalité, ok? Donc du coup, si je prends ma formule de V2, la norme du vecteur vitesse au point A2, c'est égal à la distance entre A1 et A3 divisé par 2 taux. Ça veut dire 25 divisé par 1. Pourquoi ce 1? Tout simplement parce qu'on fait 2 fois taux qui est égal à 500 millisecondes. Donc 500 millisecondes fois 2, ça fait 1000 millisecondes, et vu que je le veux en secondes, bah ça fait 1. Donc du coup, ma vitesse, elle est très simple, c'est 25 mètres divisé par une seconde, ça fait 25 mètres par seconde. Je fais pareil pour V4, je vais mesurer entre A3 et A5, et entre A3 et A5, que j'ai fait en vert sur mon schéma, on trouve 4,2 cm. Ben, par proportionnalité, vous allez faire 4,2 cm x 50, divisé par 6,8, et vous devriez normalement trouver 31 mètres environ, ça fait 30,8 il me semble, de mémoire. Donc du coup, A3, A5, ça fait 31 mètres environ, divisé par 2 taux qui est toujours d'une seconde, on trouve une vitesse de 31 mètres par seconde. Et tout ça, c'est super logique, parce que si vous prenez un parachutiste et qui saute de l'avion, et ben entre deux positions, il va être à une vitesse donnée, mais entre deux suivantes, il va être à une vitesse plus grande. Vous savez que le parachutiste accélère tant qu'il ne déploie pas son parachute. Donc du coup, c'est normal de trouver une vitesse au point 4 qui soit supérieure à la vitesse au point 2. On passe sur la diapo d'après pour la question B, mais on va quand même lire la question C auparavant. Comparer les caractéristiques de delta V3, donc la variation du vecteur vitesse au point 3, A3, à celle qu'on peut estimer
en appliquant la relation approchée entre le vecteur variation de vitesse et la somme des forces appliquées au parachutiste en supposant la chute libre. Donc en gros, on suppose que le poids, encore une fois, c'est la seule force qui s'applique sur le parachutiste. Donc du coup, si c'est la seule force qui s'applique sur le parachutiste, on sait que la variation du vecteur vitesse au point numéro 3, delta V3, ok, est collinéaire à la résultante des forces, donc collinéaire au poids du parachutiste qui est dirigé vers le bas, et de direction verticale. Donc notre delta V3, il est forcément 1 vertical, 2 censé vers le bas. Normalement, on devrait avoir du coup une vitesse qui va s'accroître au fur et à mesure de la chute, vu que le delta V est bien dans le sens du déplacement. Tout ça, c'est une redite d'exercice, les deux exercices auparavant, ok? Ça, normalement, on devrait commencer à le connaître. Je passe du coup à la question B. Construire le vecteur variation de vitesse, delta V3, entre les deux passages au point A2 et A4, puis prendre le point A3 comme origine de ce vecteur delta V3. Donc du coup, voici la construction que j'ai faite. Donc vous prenez le vecteur V2 qui fait normalement 2,5 cm. Vous prenez... là j'ai pris du coup une échelle autre que celle qui était sur le schéma. Là j'ai pris une échelle 1/10. Donc du coup, allez hop, V2 2,5 cm, V4 ça fait 3,1. Bah, vous mettez ensuite V4 moins V2. Donc vous prenez V4, vous le mettez bien en partance du point numéro 3, ok, vers le bas. Enfin, moi j'ai fait un copier-coller hein, sous Paint, hein, je me suis pas embêté pour ça. Puis ensuite, vous lui soustrayez V2. C'est-à-dire que vous allez prendre V2, comme ceci, vous allez le retourner, et vous allez le mettre du coup au point d'arrivée de mon vecteur vert. Là, je les ai pas mis l'un sur l'autre, parce que je vais pas gêner pour votre compréhension, mais c'est ce que j'aurais dû faire. Donc du coup, si je fais V4 moins V2, je devrais arriver ici. Donc du coup, mon point d'arrivée, il est ici, mon point de départ, il est vraiment sur A3. Donc la différence entre les deux, le petit bout de flèche là, verte, qui est au-dessus de mon curseur, c'est mon vecteur delta V3, que j'ai représenté ici à côté en bleu, et que j'aurais dû mettre du coup à l'origine ici, sur le point A3. Ok ? Le vecteur delta V3 est bien dirigé vers le bas, il est bien collinéaire à mon poids, et donc on a bien confirmation de ce qu'on avait dit a priori avant même de traiter la question B. Voici du coup toutes les notions qu'il fallait appliquer pour le 29, page 251. À ceci près que l'échelle que j'ai choisie ici, je l'ai changée par rapport à l'échelle initiale. Vous avez le droit de le faire, mais il faut l'expliquer dans une phrase. Que votre nouvelle échelle, 1 cm, du coup, correspond à 10 mètres par seconde. Okay, c'est la seule chose que je n'ai pas mise ici dans la correction. Un petit peu plus compliqué, maintenant on va faire le 36, page 255. Il est lourd. Il est très très lourd comme exo, mais il est aussi très beau, il est très complet, et donc du coup, essayez d'être attentif du coup pour cette correction. Alors, la première question qu'on avait, c'était de justifier que le mouvement d'Eva, donc l'astéroïde qu'on étudie ici, n'est pas uniforme. Bon, si on suit mon curseur ici, vous voyez bien que toute cette partie-là de la trajectoire, en fait, la chronophotographie de votre trajectoire, les points sont beaucoup plus rapprochés que dans la partie qui est ici, ok? Ça, vous le voyez bien normalement. Je vais quand même vous ouvrir l'image de base, qui est ici, voilà. Ça, c'est l'image que je vous ai donnée, du coup. Vous voyez bien que, ici, vous avez quand même une trajectoire qui est beaucoup plus serrée, il y a beaucoup plus de points serrés, resserrés, que par rapport à ici, où ils sont plus espacés. Donc du coup, s'ils sont plus serrés, s'ils font moins de trajets pendant le même temps, ben c'est bien que Eva va moins vite, ok? Elle va moins vite ici, et elle va plus vite ici. Donc du coup, comment on répond à cette question? Ben, vous dites que le mouvement d'Eva n'est pas uniforme en termes de vitesse, car il est plus rapide quand il passe à proximité du Soleil, et plus lent quand il s'en éloigne. Et effectivement, ici vous avez le Soleil, il est plus près des points E1, E0 et E-1, ok? Il est plus près de ce qu'on appelle la périhélie, que de son symétrique, okay, enfin que de son opposé. Là c'est normal, toutes les trajectoires de corps céleste, comme ça, quand ils passent à côté d'un objet qui est massif, et donc fort en gravité, bah, vous avez une trajectoire qui s'accélère en fait. Ça peut s'expliquer, mais c'est pas notre niveau, et on va pas s'y intéresser aujourd'hui. Petit b, reproduire la partie de E2 à E2 de la figure ci-dessus, puis
en détaillant les calculs et en précisant l'échelle utilisée pour la représentation des vitesses, construire le vecteur variation de vitesse delta V0 d'EVA lors de son passage en E0 entre les instants de date TE-1 et TE1, séparés d'une durée du coup delta T de 2 taux. Grosse question. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire ici, c'est représenter delta V0. Sauf que delta V0, on le sait, c'est égal à la différence du vecteur vitesse au point 1 moins le vecteur vitesse au point moins 1. Donc pour cela, il faut les calculer. Et il va falloir les représenter du coup sur le schéma à une échelle qui va devoir être juste. Du coup, vous allez mesurer la distance qu'il y a entre E2 et E0, que j'ai ici faite en tout petit, ok, sur un trait qui est très fin. Pourquoi j'ai fait ce trait très fin? Déjà, pour le mesurer sur mon écran, parce que je l'ai fait entièrement par numérique. Ce point-là, sur mon zoom à moi, il faisait 2,8 cm, ok. Sur votre zoom à vous, il fait autre chose. Mais vu que vous avez une échelle ici, en fait, que vous pouvez mesurer, encore une fois, pas de panique, l'échelle que vous utilisez selon votre zoom va se simplifier et on va trouver le même résultat, vous et moi. Donc du coup, sur mon schéma, le trait tout fin ici en rouge fait 2,8 cm. Et donc du coup, pour calculer la norme du vecteur V-1, donc le vecteur vitesse au point -1, je vais devoir faire la distance qu'il y a entre E-2 et E0, soit 2,8 cm, ce qui fait en réalité une distance de 2,6 fois 10 puissance 11 mètres. Comment je suis arrivé là? Tout simplement, la distance qui est ici en échelle, un UA c'est une unité astronomique, c'est une fois la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil, c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Et sur mon schéma, ça correspond à une distance de 1,6 cm. Par proportionnalité, du coup, j'ai dit que 1,6 cm, ça faisait 1,5 10 puissance 11 mètres, que donc 2,8, ça faisait combien? Je fais 2,8 fois 1,5 10 puissance 11 mètres, divisé par 1,6. Et de là, je trouve la distance que je devrais avoir en réalité. Ok? Le vecteur vitesse, du coup, -1, c'est égal à la distance que j'ai entre E-2 et E0, que je viens d'expliquer, tout ça divisé par 2 fois taux. Et taux, c'est quoi? C'est 4,6 10 puissance 6, c'est marqué dans l'énoncé avant-dernière ligne avant les données. Ok? Donc 2 fois 4,67 fois 10 puissance 6 secondes. On a une distance en mètres, on a un temps en secondes, on trouve un résultat en mètres par seconde, et si vous faites le calcul correctement, vous devriez trouver 2,8 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Ce qu'il y a de bien pour V1, la vitesse au point 1, c'est que la distance entre E0 et E2, c'est le symétrique de la distance E-2 à E0. En fait, vu que la périhélie dans une trajectoire orbitale, c'est le point le plus proche par rapport au Soleil, c'est aussi le point où la vitesse va être maximale. Ça veut dire que du coup, si vous prenez deux points de même distance ou de temps éloignés, du coup, la vitesse va être pareille. Ça qui est magique. Donc du coup, la vitesse que vous avez au point 1, c'est égal à E0, E2, la distance entre E0 et E2 qui est égale du coup à 2,8 aussi, divisé par 2 fois votre temps. Et vous trouvez du coup un vecteur vitesse qui est totalement égal. Deuxième intérêt de tracer ces petits traits, en fait, c'est que votre vecteur vitesse va vraiment être parallèle à ce trait. Donc du coup, c'est vachement pratique pour les tracer. Une fois que j'ai ces résultats-là, j'ai choisi d'utiliser une échelle qui dit que 1 cm sur mon schéma, c'est égal à 2,8 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Du coup, ça me fait des flèches toutes petites, ça fait des flèches qui rentrent parfaitement sur le schéma, et qui parasitent pas trop en même temps l'énoncé de base. Donc du coup, j'ai ma flèche rouge ici qui fait 1 cm dans cette direction-là, ma flèche verte qui fait 1 cm dans cette direction-là, et si je veux construire du coup, graphiquement mon vecteur delta V0, il suffit de prendre le vecteur vert à partir de 0, de lui enlever le vecteur V-1, donc du coup de lui mettre le contraire du vecteur que j'ai tracé ici, donc celui qui descend, ok, sur la même direction. Et donc du coup, le point de départ E0 jusqu'au troisième sommet de mon triangle, c'est delta V0, tout simplement. Donc là, vous l'avez bien tracé. Petit c, vérifiez que pendant un temps delta t de 2 taux, la norme de delta V0 est approximativement égale à 1,9 10 puissance 4 mètres par seconde. Alors je n'ai pas retrouvé exactement cette valeur, tout simplement parce que mes traits sont très grossiers, c'est fait sur Paint. Le bout de mes flèches a peut-être changé un poil la valeur, tout ça, donc du coup c'est pas très précis.
Mais dans tous les cas, j'ai mesuré mon delta V0 et j'ai trouvé 0,9 cm. Ok, 0,9 cm selon l'échelle utilisée, ben 0,9 cm fois 1,5 10-11 divisé par 1,6, ça me donne une variation de vitesse d'environ 2,5... Non, pardon. Quand j'ai 0,9, il faut que je fasse 0,9 fois 2,8 10 puissance 4 divisé par 1 cm. Et ça me fait une longueur, enfin une variation de vitesse qui est d'environ 2,5 10 puissance 4 mètres par seconde. Voilà, environ ça. Mais quand on sait toutes les approximations qu'on a fait, est-ce que ma direction a été bien bonne pour la flèche verte, pour la flèche rouge, c'est les traits qui sont grossiers, c'est fait sur Paint, c'est fait avec une souris. Tout ça, c'est pas précis. Et j'ai mesuré à chaque fois avec ma règle sur mon écran. Est-ce que j'ai bien mesuré? Est-ce que j'ai bien apprécié? Des fois, ça tombe entre deux graduations. J'ai pris celle du dessus, celle d'en dessous. Mes calculs, je les ai arrondis. Beaucoup de facteurs, en fait, qui vont faire que vous n'allez jamais trouver vraiment 1,9 pile poil 10 puissance 4. Si vous l'avez, tant mieux. C'est que vous avez été beaucoup plus précis que moi. Mais en tous les cas, la physique vous demande pas de retrouver exactement la même valeur. Là, on va dire que du coup, 2,5 et 1,9 fois 10 puissance 4, c'est environ pareil. Et du coup, je l'explique par rapport à la précision de toutes mes manipulations, de mes calculs, des arrondis utilisés, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on demande en physique, c'est d'avoir ce recul critique par rapport à votre résultat. Question D. En utilisant la valeur précédente ainsi que la relation approchée entre le vecteur de variation de vitesse et l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle, estimez la masse du Soleil. Comment on fait? On sait que, encore la même relation, delta V sur delta T est égal à 1 sur M fois la résultante des forces. Or, ici dans l'espace, l'astéroïde il est soumis qu'à une seule force, l'attraction gravitationnelle du Soleil. Clairement. Donc du coup, la somme des forces, sigma F, c'est égal à F du Soleil sur Eva, et c'est donc égal à G fois la M, la masse d'Eva, fois grand M, la masse du Soleil, que j'ai précisé en rouge, parce que j'utilise une notation qui n'était pas dans l'énoncé, fois mon vecteur unitaire U, ok, qui est dirigé du coup vers le Soleil. Oui, qui est dirigé vers le Soleil, divisé par d carré, du coup la distance d'Eva par rapport au Soleil, soit la distance de son périhélie, vu qu'on l'étudie au point E0. On tire donc l'égalité suivante, on a enlevé les vecteurs, vu qu'on veut la masse du Soleil soit un réel, donc pas un vecteur. Delta V, c'est égal à delta T sur M, fois la constante gravitationnelle, fois la masse d'Eva, fois la masse du Soleil, divisé par d carré. Le vecteur unitaire est parti, vu que sa norme, par définition, est 1. On va essayer de mélanger, enfin de balancer tout ce qu'il y avait à droite, à gauche, ok, donc tous les termes en d carré, G, delta T, on va les passer du côté de delta V, et quand vous avez fait ça, vous trouvez que M, c'est égal à delta V, qui n'a pas changé de côté, fois d carré, qui divisait avant, mais qui maintenant multiplie, vu qu'il a changé de côté, divisé par delta T fois G, qui eux étaient au-dessus de la fraction, mais vu qu'ils ont changé de côté, passe en dessous. On applique numériquement ça, ça fait 1,9 10 puissance 4 fois 2,6 10 puissance 11 de tout au carré. Divisé par 2 fois votre taux, 467 10 puissance 6, fois constante de gravitation universelle, c'est 67 10.11. Ok? Et quand vous faites tout ça, avec l'arrondi, vous trouvez environ 2,1 fois 10 puissance 30 kg. Ok? Consultez Wikipédia, vous allez voir que la masse du Soleil, c'est environ 1,99 fois 10 puissance 30. Donc du coup, on est sur une valeur qui est vraiment toute proche, sachant qu'on a travaillé sur un schéma sous Paint. C'est vraiment pas mal. Ok? C'est vraiment pas mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu du coup de cette session de correction d'exercice. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les transmettre. Je vous rappelle du coup que vous avez encore le 37 page 255 à faire. Je le corrigerai bien évidemment, mais j'attends du coup que vous me le rendiez avant sur format numérique via Pronote ou via Atrium si vous avez à vous connecter, je m'en fous, tant que j'ai l'exercice. Et je vous ferai du coup un retour personnalisé à chaque fois sur votre exo. Ou s'il y a toujours la même erreur, je vous ferai un retour groupé pour vous expliquer, du coup vous êtes trompé. Ok? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance d'exercice et je vous dis à la prochaine fois pour le nouveau chapitre. Au revoir.